Bonjour, Donald Trump quitte la scène, Joe Biden y entre. C'est une nouvelle époque pour la société américaine, une société en pleine interrogation à la fois sur le plan international avec l'émergence d'un rival, le rival en Asie chinois, le rival chinois, et aussi sur le plan intérieur. Pour en parler, nous recevons Jean-Christian Vinel, historien. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes maître de conférence à l'Université de Paris, rattaché au LARCA, le laboratoire d'analyse des cultures anglophones, et membre associé de l'École des hautes études en sciences sociales, le HESS, avec laquelle nous sommes en partenariat pour cette série d'entretiens, une sorte d'auscultation des États-Unis. Pour commencer notre discussion, il y avait deux événements qui, moi, au moment du 3 novembre, non seulement il y a eu l'élection de Joe Biden, mais il y a aussi des référendums locaux. Et ce qu'on a vu, et c'est là-dessus que je voulais vous poser des questions, parce que vous êtes aussi vous intéressez à la situation économique, c'est en Californie un référendum qui a permis aux plateformes, en tout cas, de ne pas faire en sorte que les gens qui travaillaient pour elles soient considérés comme des employés, donc plutôt une régression sociale, alors que cet État avait voté pour Biden. Et puis en Floride, un référendum qui a permis d'augmenter le salaire minimum, alors que c'est un État qui a voté Trump. Alors, qu'est-ce que ça dit, justement? Est-ce que c'est un paradoxe? Qu'est-ce que ça dit des États-Unis d'aujourd'hui? Ça, du point de vue français, c'est un paradoxe. Je crois que ça nous rappelle la complexité et peut-être aussi l'épaisseur de la vie politique aux États-Unis. En France, lorsqu'on s'intéresse à la vie politique américaine, on a tendance à se concentrer, à se focaliser sur l'élection présidentielle et donc sur le niveau national. On oublie parfois que le jeu politique aux États-Unis repose sur un jeu d'échelle, en fait, qui implique le niveau local et notamment les États. Et on le voit très bien là avec les cas de la Californie et de la Floride. La deuxième chose qui me semble importante, c'est que ce jeu d'échelle, il permet à certains États d'être en avance en fait sur la législation fédérale. C'est le cas de la Floride qui donc institue un niveau de salaire minimum qui est supérieur au niveau qui est requis par l'État fédéral. Par ailleurs, comme vous l'avez dit, il s'agit dans le cas de la Californie et de la Floride de référendums. Et la pratique du référendum permet de désagréger les questions politiques, de demander à des électeurs s'ils soutiennent une idée très précise sans forcément adhérer à un ensemble programmatique ou idéologique. Et donc, ça fait émerger des coalitions politiques qui, au niveau local, sont différentes. Du niveau national, en fait. Du niveau national. Et ça, c'est pas nouveau. Hein. On a, par exemple, des études sur Détroit, dans les années 50 et 60, qui montrent que les ouvriers votent pour Kennedy, Lyndon Johnson, le Parti démocrate, mais au niveau local, font des choix plus conservateurs, notamment pour préserver la ségrégation. Donc on assiste finalement à l'émergence d'identités politiques qui sont plus complexes que ce qu'on pourrait imaginer. Alors on reviendra peut-être dans le cours de la discussion sur cette question, notamment des inégalités et du salaire minimum. Mais je voulais vous relancer sur cette question sociale bien précise. On se souvient qu'il y a 4 ans, au moment de l'élection de Trump, au moment de la campagne, il avait été beaucoup question de la classe ouvrière blanche, de ce déclassement de cette classe ouvrière, de ce petit ouvrier blanc qui aurait voté massivement pour Trump et ce serait en quelque sorte désintéressé des démocrates. Alors, 4 ans après, qu'en est-il? Alors, qu'en est-il de cette question? Alors effectivement, en 2016, on estime que plus de 65% des Américains blancs non diplômés de l'université, c'est la définition que l'on retient aux États-Unis pour cette classe ouvrière blanche, plus de 65% d'entre eux ont voté pour Donald Trump. S'il y a une évolution en 2016, c'est une évolution qui est marginale en faveur du Parti démocrate, certes, et ça a joué un rôle important dans des États comme la Pennsylvanie, mais c'est une évolution marginale. Plus généralement, il me semble que les classes ouvrières blanches ou les classes populaires blanches aux États-Unis appellent 2 commentaires.
Le premier, c'est qu'en fait, lorsqu'on envisage leur politisation, on oublie toujours l'abstention. Or, on sait que l'abstention au sein de cet électorat, ou de ce groupe social, pourrait-on dire, dépasse les 40%. Ce qui veut dire que finalement, seule une minorité des Américains blancs non diplômés de l'université a vraiment soutenu Donald Trump en 2016 et en 2020. Le deuxième élément qui doit être évoqué, c'est le caractère très large de cette définition. Les Américains blancs non diplômés de l'université, c'est 40% de l'électorat. Cette définition, l'avantage de l'objectivité, elle permet de faire des études électorales assez précises, mais dans le même temps, elle est sans doute trop large pour vraiment comprendre comment se fait la politisation à partir des clivages de classe aux États-Unis. Donc on peut dire que Donald Trump a instrumentalisé aussi cette question. C'est sans doute un peu plus... encore plus complexe que ça. On en a certainement profité, mais en fait, le vote de l'électorat ouvrier blanc pour les candidats républicains n'est pas quelque chose de nouveau. Ça remonte à Ronald Reagan. On parlait des Reagan Democrats dès 1980 pour faire référence à ces ouvriers qui auraient fait défection à l'occasion de cette élection. Et on peut remonter en fait jusqu'à Nixon, qui est le premier président républicain à avoir réussi à séduire de fait une partie de cet électorat. Donc il est indéniable que un nombre croissant d'ouvriers blancs et d'Américains blancs non diplômés de l'université votent républicains depuis la fin des années 60. Mais on a tendance lorsqu'on analyse cet électorat, on a tendance effectivement à le réduire à ce qui serait une défense du privilège blanc, à présenter cette classe ouvrière comme une classe ouvrière qui refuserait l'égalité promue et prônée par les démocrates, qui se sentirait menacée par la mondialisation et qui trouverait dans le nationalisme, dans le populisme et dans les appels à la xénophobie, qui ont été ceux de Trump, une forme d'expression de son sentiment de classe. Mais encore une fois, c'est une analyse qui est juste, mais qui est fondée pour les électeurs qui, de fait, votent pour Donald Trump, qui joue un rôle important, de fait, en 1980, en 2016. Mais c'est une analyse qui laisse dans l'ombre tous les acteurs de ce groupe social qui ne soutiennent pas les présidents républicains. Plus encore, c'est une analyse qui ne permet pas de faire la distinction entre les États du Nord et les États du Sud. Et sans doute, le vote des classes populaires blanches pour les présidents républicains est-il plus fort dans les États du Sud. On se concentre sur les États du Midwest parce qu'en 2016, Donald Trump l'a emporté en Pennsylvanie, par exemple, dans Wisconsin, en Michigan, pour quelques dizaines de milliers de voix. Et donc, c'est ce qui a engendré vraiment un débat sur ces ouvriers. Et plus encore, son score, entre guillemets, au sein des ouvriers syndiqués était très important. Hillary Clinton n'a remporté que 51% des voix des ouvriers syndiqués en 2016. Biden a fait un peu mieux, on pense 56%, mais Obama en avait remporté 60%. Alors, c'est ça aussi qui avait choqué. Sur cette question, j'aimerais bien qu'on revienne sur la question des inégalités sociales. En fait, après 4 ans de présidence Trump, où en est-on ? C'est-à-dire, est-ce que c'était un président des riches ? Sa politique économique a-t-elle aggravé les inégalités aux États-Unis ? Sans doute. Et en cela, il s'est placé dans le sillage des présidents républicains précédents.
et là encore, il faut remonter à Reagan, mais le programme du Parti des Républicains est un programme qui défend les libertés économiques et défend les élites économiques et considère que réduire les inégalités n'est pas une priorité. Ce qui est frappant dans les inégalités sociales aujourd'hui aux États-Unis, c'est sans doute deux choses. La première, c'est la montée en puissance de cette question depuis le début des années 2000. On l'a vu à l'occasion de la crise de 2008, on l'a vu avec Occupy Wall Street, on l'a vu avec le succès considérable aux États-Unis de l'ouvrage de Thomas Piketty, et on l'a vu avec ce qu'on peut considérer comme être un certain renouveau des luttes sociales aux États-Unis. La deuxième chose, c'est que ces inégalités sociales sont de trois ordres. Il y a une inégalité très nette des conditions, des revenus, du patrimoine, avec des écarts qui se sont aggravés. Mais on sait aujourd'hui aussi que les inégalités sociales aux États-Unis s'immiscent dans les corps. Depuis les années 1990, on note une croissance des inégalités de santé, des inégalités de longévité, qui est telle... Et qui se traduisent par ce qu'on appelle les morts du désespoir. Alors, qui impliquent les morts du désespoir, mais qui sont beaucoup plus larges. Et des inégalités qui sont telles que l'espérance de vie aux États-Unis, en fait, a baissé de 2014 à 2017 pour l'ensemble des Américains, alors qu'elle est restée au même niveau pour les Américains les plus aisés. Mais l'écart d'espérance de vie entre les Américains, disons, du premier décile et ceux du dernier décile est de plus en plus important. Et c'est ce qui est frappant. Dernière manifestation des inégalités aujourd'hui, c'est sans doute les inégalités face aux risques environnementaux. Le Flint, par exemple, la ville de Flint, où l'eau municipale est littéralement polluée, est un très bon exemple de ces risques dont on débat régulièrement dans la presse. Alors, dernière question, c'était plutôt sur l'après, en fait, sur ce que Joe Biden peut faire. Quels sont les projets de Joe Biden en matière de démocratie sociale, la place des syndicats, la lutte contre les inégalités, le salaire minimum. C'est assez vaste, enfin il a beaucoup de priorités apparemment, mais sur cette question de la démocratie sociale, quels sont ses projets ? Il a effectivement un programme assez ambitieux, même si Joe Biden est un candidat qu'on pourrait qualifier de centriste, si on compare à un candidat comme Bernie Sanders ou une députée comme Alexandra Ocasio-Cortez. Malgré tout, son programme est tout de même remarquable, et notamment en matière de droit du travail. Ce que propose Biden, c'est bien sûr, comme l'avait fait Obama, une augmentation du salaire minimum à $15. Une réforme du droit du travail qui obligerait les patrons et les managers à reconnaître la légitimité d'un syndicat dans une entreprise dès lors que ce syndicat peut montrer qu'un nombre suffisant d'employés ont signé une carte syndicale, ont adhéré, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Il y a une réforme qui vise à octroyer de nouveaux droits aux employés domestiques, qui leur permettrait d'être couverts par la loi qui réglemente le temps de travail, mais aussi les heures supplémentaires. Il a aussi un projet de loi sur les travailleurs agricoles, qui là encore les placerait sous le couvert de la législation sur le temps de travail, mais aussi sur la question de la sécurité sociale. Donc c'est un programme qui est quand même assez ambitieux, qui se distingue sans doute de celui de Bernie Sanders sur la question de la sécurité sociale. Très clairement, Bernie Sanders, lui, prônait ce qu'on a appelé aux États-Unis Medicare for All, donc prendre le dispositif Medicare, qui est une assurance médicale publique, et l'étendre à l'ensemble des Américains. Pour l'instant, c'est un programme qui est limité aux retraités. Biden est plus timide sur ce point-là, en tout cas.
Biden est beaucoup plus timide. Lui, son projet, c'est davantage de revenir à la loi qui avait été adoptée sous Obama, de réintroduire l'individual mandate, l'obligation qu'elle comportait, et aussi d'y réintroduire la possibilité de choisir un financement assurantiel public. Et pour mener cette politique sociale, il dispose de quels outils? Est-ce qu'il y a une agence fédérale qui lui permettrait justement de faire avancer cette question de la démocratie sociale? Alors, pour mener cette politique, il pense augmenter les impôts, ça c'est la première chose. Il y a une agence qui est assez peu connue en France, qui est une agence qui a été créée en 1935 par les New Dealers pour arbitrer les conflits du travail. C'est une agence qui... Comment s'appelle-t-elle? Qui s'appelle le National Labor Relations Board, donc qui était vraiment une agence destinée à accompagner la démocratisation de l'emploi à partir de 1935, lorsqu'a été votée la loi qui ouvrait la voie à la syndicalisation de masse aux États-Unis. Cette agence existe toujours, notamment parce que les républicains, depuis Reagan, ont préféré l'utiliser comme une cinquième colonne, entre guillemets, pour réorienter le droit du travail à des fins évidemment très partisanes et dans un sens très favorable aux entreprises américaines. Mais elle est toujours composée de cinq commissaires qui publient régulièrement des règles qui sont nécessaires à l'application des grandes lois sur la réglementation du travail. Et Joe Biden, comme les présidents précédents, va pouvoir faire une nomination par an à cette agence. Lorsque Obama était président, une de ces nominations avait été très, très controversée. Et on attend de Joe Biden qu'il nomme à son tour des experts, des économistes, des spécialistes de droit du travail qui vont à nouveau orienter le travail de cette agence en faveur de la négociation collective qui fait défaut à tant de travailleurs aux États-Unis. Il faut savoir que dans le secteur privé, le taux de syndicalisation aujourd'hui doit être de 6%, ce qui peut sembler paradoxal quand un grand nombre de sondages montrent que la moitié de la main-d'œuvre aux États-Unis souhaiterait se syndiquer. Et pourquoi elle ne peut pas? Parce que les entrepreneurs, managers, depuis les années 60, ont développé un savoir-faire particulièrement efficace, une véritable boîte à outils des luttes antisyndicales. L'exemple le plus connu en la matière, c'est sans doute l'entreprise Walmart. Or, l'émergence de ce savoir-faire qui a été progressive, qui passe par la création de séminaires, la publication d'ouvrages, une multiplication des entreprises ou des cabinets d'avocats spécialisés dans ce domaine. Donc toute l'émergence de ce savoir-faire s'est accompagnée, à cause des nominations, entre autres, à l'agence fédérale qu'on évoquait à l'instant, d'une évolution du droit du travail qui fait à bien des égards, ces pratiques ne sont pas illégales. Et donc aujourd'hui, c'est un véritable enjeu pour certains démocrates en tout cas, d'arriver à refondre le droit du travail afin de permettre à la négociation collective de retrouver toute la place qu'elle doit avoir. Je crois qu'il ne faut pas oublier que l'État social américain est un État social qui s'est construit dans un dialogue à partir du New Deal avec les entreprises et qui a donné lieu à un État qu'on pourrait qualifier de semi-public, semi-privé. C'est par la négociation collective que les ouvriers américains, à partir des années 40, accèdent à des retraites vraiment protectrices, qui complètent le système de retraite mis en place pendant le New Deal. C'est par la négociation collective qu'ils accèdent à la protection sociale et à l'assurance santé.
Et donc, si cette négociation collective disparaît, c'est un ensemble, voilà, c'est tout le dispositif de droits sociaux qui n'était pas assuré par l'État américain, qui de fait disparaît. Jean-Christian Vinel, merci beaucoup. On suivra avec attention toutes ces nouvelles luttes, ces mobilisations, puis on verra si Joe Biden est à la hauteur de ces enjeux. Retrouvez-nous pour les autres entretiens avec les chercheuses et chercheurs de l'EHESS, c'est sur le site de Mediapart.